Je n'ai pas aimé Dunkerque et Baby Driver. Dunkerque et Baby Driver, ce sont deux films sortis récemment et qui font un carton auprès du public et qui pourtant, pour ma part, voilà, ça m'a pas rendu fou. Et cette vidéo va vous permettre un peu de redescendre sur terre parce que j'ai l'impression que vous avez découvert le cinéma avec ces deux films et je comprends pas, honnêtement. Edgar Wright a fait beaucoup mieux, Christopher Nolan a fait beaucoup mieux et d'autres réalisateurs ont fait beaucoup mieux qu'eux, donc voilà, allez, on va redescendre sur terre, c'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais aborder une question un peu compliquée, mais qui, vous verrez, sera assez compréhensible. C'est la question de la forme cinématographique, et il faut savoir que Dunkerque et Baby Driver ont un point commun qui est la forme, ou en tout cas la forme rythmique, c'est-à-dire cette forme qui rythme le film à elle seule. Dunkerque repose déjà sur 3 points de vue différents, la terre, la mer et les airs, pendant l'opération Dynamo. C'est une opération d'évacuation de l'armée britannique pendant mai-juin 1940, alors que les nazis s'approchent de Paris et ils retranchent l'armée britannique sur les plages de Dunkerque. Et ce n'est pas tout, parce que les 3 points de vue que je vous ai cités ont chacun une temporalité différente. Et enfin, dans Baby Driver, la forme musicale, on va appeler ça comme ça, repose sur une synchronisation entre les faits et gestes de Baby, donc le personnage principal, avec la musique qu'il écoute et qui lui permet notamment de combler un handicap auditif issu d'un accident de voiture. Rien que par ces petits résumés, on voit très bien que Dunkerque et Baby Driver sont rythmés par leur forme. On appelle ça de la mise en scène. C'est un peu le déploiement technique, en gros, et comment raconter une histoire par des procédés techniques. Au cinéma, on peut rapprocher le terme de mise en scène avec le terme de cinématographie, c'est-à-dire ce qui aspire à devenir cinématographique. Attention à ne pas confondre les deux mots. C'est un peu comme au théâtre. La mise en scène au théâtre aspire à être théâtralisée. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'esthétique, c'est-à-dire ce qui résulte de la mise en scène, autant pour la signification graduelle ou non de la sensibilité des images, que pour la passion provoquée chez le spectateur. Et on résume ce dernier aspect par le terme de catharsis. Pour la période du théâtre antique, dont se sont inspirés tous les arts que nous connaissons aujourd'hui, et ben cette esthétique était résumée par un autre terme qui est la mimesis, en gros mise en scène vers l'esthétique, et pour les termes grecs, de la mimesis vers la catharsis. Si vous êtes passionné de théâtre, d'art en général, je vous recommande la Poétique d'Aristote. Aristote, c'est l'un des philosophes grecs les plus compréhensibles, c'est très accessible comme bouquin, donc je vous le recommande. Alors la forme, c'est une question esthétique de base qui est pourvue de signification, et surtout dans le registre du cinéma, avec ces images animées que l'on voit maintenant de partout. Et je pense qu'il faut un minimum de représentation personnelle, donc je vais vous donner la mienne. Je pense que la forme, c'est le résultat d'un accouplement entre le visuel, basé sur des images animées dans le registre du cinéma, avec une imagination, une idée qui trotte dans la tête du metteur en scène depuis un certain temps, et voilà, donc la forme c'est le résultat de ces deux-là. Et pourquoi c'est ce résultat? Parce que je sais, et il y a des exemples, qu'on peut accoucher d'un visuel sans avoir d'imagination. La question elle se pose, comment déployer mon imagination par le biais d'un visuel imagier? Christopher Nolan et Edgar Wright sont deux cinéastes qui adorent produire un visuel, qui adorent manipuler l'image dans le but pur et simple de produire une forme bien particulière. Christopher Nolan, c'est souvent la science-fiction, qui s'accouple aussi à un renouvellement du film de super-héros avec sa trilogie The Dark Knight, et Edgar Wright aime beaucoup non seulement le côté parodique de ses scénarios et de ses personnages, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accouplement entre l'image et la musique. Mais la vraie question que je me pose, après avoir vu ces deux films, c'est jusqu'à quel point la forme a pour vocation d'être esthétisée dans le but pur et simple, là encore, de tendre la main au spectateur, si je peux dire ça vulgairement. Souvent, pour transformer ce passage à l'acte, pour faire en sorte que ce soit mieux digéré par le spectateur, les cinéastes tels que Christopher Nolan et Edgar Wright récemment ont recours à ce qu'on appelle l'économie narrative, ce que j'appelle aussi l'économie dramaturgique, dans la mesure où ces seconds scénarios, en quelque sorte, ont pour vocation de créer des univers parallèles, de déployer une autre mise en scène, notamment sur le point de vue de la musique, des décors, du montage. Ce recours-là permet aux spectateurs d'avoir un peu un matelas confortable face au film, et pourquoi pas provoquer des ouvertures de mise en scène, et donc
des ouvertures esthétiques selon la qualité de la mise en scène. La forme a donc pour vocation, et aussi par volonté, d'être ultra riche, et d'ailleurs on ne compte plus le nombre de procédés narratifs et visuels basés sur le simple objet caméra que des mouvements tels que la Nouvelle Vague ou le néo-réalisme italien utilisaient systématiquement pour raconter des histoires, entre autres. Et d'ailleurs, ces deux courants sont souvent considérés comme des révolutions dans la façon de raconter une histoire. Alors après cette petite introduction qui permet un peu de ménager le propos assez compliqué de la forme cinématographique et de l'esthétique, je me pose cette question. Comment Baby Driver et Dunkerque, en tant que forme cinématographique pure et dure, vraiment, ne parviennent pas tout simplement à passer au stade de l'esthétique, à donner une impression esthétique, non seulement dans le registre de la catharsis, mais aussi de l'ouverture thématique, parce que c'est aussi grâce à l'esthétique qu'on parvient à déployer des thèmes et même renouveler des genres. Pourquoi Dunkerque et Baby Driver ont ce blocage? Et moi, je pense avoir la réponse. Je vais essayer de faire au cas par cas, mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment comparer. C'est les scènes d'ouverture de Dunkerque et de Baby Driver. Les deux films s'ouvrent tambour battant. C'est assez impressionnant. Dans Baby Driver, il y a toute une question de montage avec la musique, avec les cascades de la voiture, avec aussi la nature des personnages qui est assez rigolote. Là, Edgar Wright, il limite à l'apogée de son esthétisme basé sur l'intensité, sur le montage, sur la musique. Et ça fait très plaisir à voir. Même chose pour Dunkerque. Dunkerque mise beaucoup sur l'immersion du spectateur, c'est pour ça qu'elle a été tournée en 70 mm. Pour le coup, le début de Dunkerque est assez impressionnant, et notamment du point de vue sonore. Je vais citer quelqu'un qui me disait que, effectivement, Dunkerque c'est un film de guerre déjà vu, mais jamais entendu, et ça c'est vraiment une phrase qui résume très bien le film, et pour le coup la scène d'ouverture. Les balles fusent, les avions là planent au-dessus de nous, c'est vraiment très incroyable, cette sensation d'immersion. Là pour le coup, Nolan a réussi son coup. Mais ce sont les scènes d'ouverture. La scène d'ouverture a pour but pur et simple d'introduire la nature du film, la nature des personnages, la nature de la mise en scène. C'est pas une raison pour s'enfermer dedans. Baby Driver, effectivement, est un film ultra redondant dans sa mise en scène. Sa forme, basée donc sur l'intensité du montage, sur la synchronisation de la musique, sur la nature assez loufoque des personnages, et ben ça marche au début, mais ça ne marche pas après, tout simplement parce que le film est mal écrit, déjà, donc quand tu as une forme cinématographique bien déterminée et que ça n'arrive pas à être relayé par un scénario, c'est rarement un signe de bonne santé. Cette forme repose sur le caractère musical. Edgar Wright lui-même a déclaré que le script du film est basé sur les musiques qu'écoute Baby dans le film. Il faut savoir que dans Baby Driver, il n'y a pas vraiment de pause musicale, il y en a très rarement. Mais du coup, ça enferme non seulement le personnage, mais aussi le spectateur dans un monde. Pour moi, ça représente une limite de la forme, parce que je pense qu'une forme qui aboutit à un esthétisme, une mise en scène qui aboutit à une forme d'esthétisme, et ben ça a vocation à ouvrir le film et ouvrir le champ de vision du spectateur, non seulement sur ce qu'il regarde, mais aussi sur ce qu'il pense du monde dans lequel il vit, tout simplement. La fin de Baby Driver est assez parlante là-dessus. Au lieu de nous donner une fin assez tragique du personnage, Edgar Wright nous sort une fin scorsésienne, pure et dure, avec un passage en prison, et le personnage principal retrouve sa dulcinée à la fin. Un truc ultra romantique, ultra pathos, qui ne marche pas du tout, et pour moi c'est un symbole de l'échec de mise en scène du film. On sent, là encore, à la fin du film, qu'il n'y a aucun renouvellement dans ce que propose le film. En parlant de renouvellement, il y a une scène qui m'a vraiment marqué et qui pour le coup fait effet d'une parodie dans la parodie, parce que Edgar Wright adore les parodies. C'est lorsque Baby Driver est à pied et qu'il essaye de s'échapper des forces policières. Et ça, c'est vraiment un renouvellement esthétique, vraiment. Et de mise en scène d'abord, et esthétique après, parce que ça pose plein de questions sur le rapport à l'objet, la transcription du jeu vidéo, parce que là, il y a un côté GTA-like qui est vraiment sublime, vraiment. C'est une sorte de pause comme ça. C'est un peu le même principe que l'économie narrative dont je vous parlais. C'est faire en sorte de poser un peu le récit et d'offrir quelque chose de nouveau, vraiment, par rapport à ce que fait le film. Pas généralement, on s'en fout si c'est nouveau ou pas, tant que ça t'intéresse à toi et que par rapport au film c'est cohérent, et bah tant mieux. Là, pour le coup, cette scène, c'est vraiment le symbole justement de ce passage à la mise en scène vers l'esthétique. Le film réfléchit vraiment quelque chose. Et ce n'est pas du tout le cas
dans tout le film. Edgar Wright s'enferme dans un trip clipesque, vraiment, mais redondant. Alors c'est pas du tout un défaut de faire du clip. Nicolas Winding Refn est l'exemple parfait, et pour le coup, non seulement Edgar Wright ne se préoccupe pas du tout de l'évolution de ses personnages et de sa mise en scène, et du coup il s'enferme. Il s'enferme littéralement. Baby Driver, voilà, c'est un peu... t'es emprisonné, et puis du coup c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que c'est redondant, parce que c'est enfermé, voilà, c'est pas du tout un film qui s'ouvre. Vous voyez un peu la signification de la limite de la forme dont je veux parler, ce côté un peu redondant, ennuyeux, qui n'invente rien, ce côté un peu bêta, et c'est pas vraiment ce que demande l'esthétique. L'esthétique demande de la passion, mais du spectateur, pas du personnage. La passion du personnage, elle résulte de la mise en scène, la passion du spectateur, elle résulte de l'esthétique. Et de plus en plus, surtout avec les blockbusters estivaux, etc., et ben on a tendance à confondre ceci. On essaie d'impliquer le spectateur dans la mise en scène, et on essaie d'impliquer le personnage dans des fins esthétiques. Sauf que le personnage est un résultat d'une fiction qui n'a pas accès à l'esthétique, alors que le spectateur, lui, qui regarde la fiction, peut accéder à cette passion. Et c'est ce qu'on appelle la catharsis. C'est exactement ce que pose Inception de Christopher Nolan. Excellente transition, parce que nous allons parler de Dunkerque maintenant. Et ben Dunkerque, ma foi, c'est très semblable à ce que j'ai pu dire à propos de Baby Driver. C'est ennuyant, redondant, mais là pour le coup, il y a quelque chose en plus dans Dunkerque qui fait que c'est encore un plus mauvais film. Le film se veut impressionnant, mais ne l'est pas du tout. La perspective d'immersion de Christopher Nolan ne marche pas du tout, pour deux choses. Déjà, le côté redondant, là encore, et qui s'explique par la musique d'Hans Zimmer. Alors moi j'ai l'impression d'avoir totalement perdu Hans Zimmer depuis Interstellar, je sais pas ce qui lui arrive à ce monsieur, il fait n'importe quoi avec ses instruments. Et là, il nous propose un tic-tac incessant, et même, j'ai même pas envie de dire le mot tic-tac, parce que, là, je le redis encore, parce que tout le monde met ce mot dans les critiques que j'ai pu lire, partout il y a ce mot, et moi je comprends pas comment les gens peuvent avoir une fascination pour un tic-tac. Ça vous arrive jamais des fois d'être dans une salle d'attente, il y a une horloge, il y a un tic-tac et ça vous saoule? Et ben Christopher Nolan il fait la même chose avec Dunkerque. Mais c'est vraiment redondant. La musique de Interstellar, elle jouait déjà sur cet aspect temporel, parce que la thématique du temps revient dans Interstellar, et déjà dans la perspective temporelle, Hans Zimmer avec sa bande originale dans Interstellar, qui est le précédent film de Christopher Nolan, et ben il arrive à donner un impact émotionnel vraiment important, et notamment par l'intermédiaire de cet instrument qui est l'orgue, qui a cet aspect vraiment puissant, émotionnel, presque déifique comme ça. On déifie le temps, on déifie l'émotion qu'il y a avec. Dans Dunkerque, j'ai l'impression qu'il a enregistré un tic-tac. C'est vraiment insupportable, et en plus le film ne propose jamais un compromis entre le mixage sonore et la bande originale. Les gens ne comprennent plus qu'une bande originale composée par un gars comme Hans Zimmer, Alexandre Desplat, Howard Shore, etc. Et ben c'est pas la même chose que le mixage sonore. Le mixage sonore, ce sont des techniciens du son qui s'occupent de ça, et puis même chose sur le montage sonore. Dunkerque est un film sur le mixage sonore, pas sur la bande originale. Parce que non seulement la bande originale, elle est redondante à souhait, mais aussi parce que le montage sonore est ultra travaillé. Je n'ai jamais entendu un son aussi fort au cinéma. Mais là encore, ce côté oppressant, ce côté ultra fort, et ben ça se retourne contre le film. Le but de la forme de Dunkerque, c'est que on soit avec les personnages, qui en plus sont anonymes, qui n'ont aucun background, donc ça, bravo déjà pour ça, c'est du courage de présenter des personnages comme ça, sans aucune histoire, c'est plutôt réussi de ce point de vue. Mais voilà, l'identification, donc ce qui est du registre de la catharsis, l'appel de la passion du spectateur, elle est totalement absente par cette mise en scène, par cette limite de la forme qui est non seulement ultra redondante, mais qui n'ouvre à rien. On ne peut pas demander à un spectateur de s'impliquer si toi, de ton côté, avec ta mise en scène, tu n'arrives pas à t'impliquer. Il faut qu'il y ait une concordance des présences. C'est un peu ça le problème du film en fait, c'est qu'il n'y a aucune concordance entre ce qui est montré par le biais de la mise en scène et ce qui est susceptible d'être vécu, parce que tu ne peux pas réaliser un film en te disant « Ah bah voilà, le spectateur il va être dedans direct ». Alors bien sûr, là je reviens au mixage sonore, par rapport à la photographie, cet aspect 70 mm, il y a eu des efforts pour l'immersion, sauf que
c'est cool de donner ces aspects-là, qui sont assez novateurs pour le genre, mais il faut qu'il y ait une efficacité derrière, pas une redondance, pas un côté ennuyeux. C'est ça qui est très dommage, et c'est ça qui est très paradoxal avec Dunkerque. C'est très bien d'ancrer le spectateur dans une réalité guerrière, c'est plutôt un geste novateur, je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que les moyens déployés pour faire en sorte que la catharsis marche, comme dans Inception par exemple, avec ce trip intradimensionnel complètement fou, qui fait en plus appel au subconscient de l'homme, le truc le plus inaccessible de l'homme, et ben là on demande au spectateur justement d'avoir cette accessibilité à la guerre. Il n'y a pas un côté rarifié si vous voulez, la guerre n'est pas du tout rarifiée, parce que le déploiement technique est certes impressionnant, mais au final, ce n'est pas un film de guerre. Je ne demande pas ici au metteur en scène de produire des films jamais vus, rares. Je demande juste à ce qu'il y ait un compromis entre la mise en scène, entre le déploiement de la forme donc, et ce qu'elle peut avoir d'esthétique. Un gars comme Alfonso Cuarón a tout compris avec Gravity. Malgré la rareté de son histoire, qui est donc la survie dans l'espace, ça c'est rarement vu au cinéma, peut-être dans 2001, mais ça c'est un ton tout à fait autre, et ben il arrive à produire un survival qui a justement ce compromis esthétique. Qu'est-ce qu'un corps céleste? Qu'est-ce que naître dans l'espace? Parce que le personnage de Ryan Stone, interprété par Sandra Bullock, naît dans l'espace. Il y a beaucoup de métaphores sur la naissance dans l'espace. Gravity arrive à se délier de cette rareté pour produire un récit tout à fait cohérent, tout à fait logique, alors que Dunkerque, lui, essaye de produire la rareté sur une opération déjà jamais entendue dans l'histoire, et qui est tout à fait rare dans les exploits guerriers. Et là, pareil, le côté héroïque des personnages de Dunkerque est complètement absent, mis à part le personnage de Tom Hardy. Ce n'est certainement pas parce qu'il n'y a aucun background ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai l'impression que Nolan lâche ses personnages, qu'il ne croit pas en eux, et pourtant, ça paraît super intéressant comme procédé. Ça pourrait faire un très très bon film, vous savez, ces soldats oubliés un peu de l'histoire, parce que l'opération Dynamo, on n'en a jamais entendu parler, comme je disais tout à l'heure, et voilà, il y a tout un côté vraiment compassion, mais pas vraiment pour cette armée britannique qui a fait un échec total, mais qui a fait preuve d'un courage vraiment incroyable. Mais ça, c'est vraiment un potentiel fort, sauf que, du point de vue cinématographique, ça n'apporte rien du tout. Et même chose pour ces trois stades temporels, on est enfermé, toutes ces incohérences, de toute cette redondance, elle s'affiche par cette structure temporelle complètement gadget. On comprend pas pourquoi Nolan a cette sensation toujours, a cette envie de complexifier un récit. Dans Interstellar, c'est ultra justifié, dans Inception, ça l'est encore plus, et j'avais une idée, j'ai envie d'écrire à Christopher Nolan, j'ai envie de lui dire, écoute, si tu voulais faire des transitions entre les différentes strates temporelles et aussi les différents points de vue, eh ben pourquoi tu ne fabriques pas des transitions? Dans Interstellar, il y a une transition ultra kubrickienne, j'ai envie de dire, du moment où Matthew McConaughey s'en va de chez lui et quand la fusée décolle. Ça, c'est un pur procédé narratif. Là, on est dans le registre de l'esthétique. C'est assez paradoxal de se dire qu'un metteur en scène aussi fidèle à lui-même, Christopher Nolan dans Dunkerque, arrive à se cracher totalement. Toutes ces incohérences, toute cette redondance, tout cet aspect inaccompli et pas du tout impressionnant de Dunkerque repose sur la limite formelle imposée donc par cette structure temporelle et de différenciation des points de vue. Et je trouve que ces deux films, Baby Driver et Dunkerque, sont importants dans la conception qu'on se fait du cinéma. Le cinéma, selon moi, c'est deux pôles. C'est une mise en scène et une esthétique. Et souvent, on confond les deux. Oui, effectivement, la mise en scène est vouée à être esthétique et elle parvient, heureusement, à atteindre ce stade. Mais pour des mauvais films tels que Dunkerque et Baby Driver, la mise en scène reste au stade de la mise en scène parce que c'est de la figuration. Ce n'est pas quelque chose qui est voué à être discuté parce que c'est des films ultra renfermés sur eux-mêmes. Alors c'est un peu paradoxal parce que ces films ne parlent de rien et j'en parle là actuellement. Ces films sont réduits au stade de la figuration. Et c'est assez révoltant quand même. Je sais pas, en plus c'est des très bons cinéastes. Christopher Nolan et Edgar Wright, c'est pas des mecs, voilà, c'est pas des mecs qui vont atterrir chez Marvel. Quoique, rappelez-vous avec cette histoire de Ant-Man et Edgar Wright devait réaliser Ant-Man, qui est un film Marvel,
sauf qu'il a été débarqué de la réalisation et s'est contenté d'écrire le scénario. Et moi j'ai envie de régler mes comptes, parce que beaucoup de personnes pensent que le Marvel Cinematic Universe, c'est un cinéma formaté. Mais vous vous attendiez à quoi, sérieux? Pour le coup, là, Dunkerque et Baby Driver, ce sont des films ultra renfermés, mais qui ne sont pas voués à être renfermés par rapport à leurs propos, notamment la romance dans Baby Driver et le côté survival dans Dunkerque. Et quand on fait des reproches aux films du Marvel Cinematic Universe, disant que c'est trop formaté, que c'est trop renfermé sur soi, que c'est assez impersonnel, mais c'est justement le but de la démarche du MCU. Le MCU, c'est une franchise, c'est un univers. Quand on regarde un film Marvel, tu entres automatiquement dans l'univers Marvel. Et ça, c'est un principe de catharsis absolument nouveau au cinéma, que vous le vouliez ou non. Le Marvel Cinematic Universe est en train de marquer l'histoire du cinéma dans cette capacité justement à produire une esthétique tout à fait nouvelle dans le rapport qu'un spectateur peut avoir à une œuvre dès qu'il va se déplacer au cinéma pour voir un film Marvel. Du coup, ça m'énerve les gens qui adorent Baby Driver et qui n'aiment pas le Marvel Cinematic Universe. Baby Driver, c'est un film vraiment fermé sur soi, les gens ils adorent, mais les films du Marvel Cinematic Universe sont aussi des œuvres refermées, parce que c'est le but. C'est le but. Il ne faut pas réduire son champ de vision comme ces films le font. Je trouve ça très dangereux. Et c'est ça un peu le regret que j'ai, c'est que des cinéastes comme Edgar Wright et Christopher Nolan, qui étaient vraiment au top de leur carrière, parviennent à produire des films de cette qualité. Et je me dis c'est un accident de parcours, mais je me dis aussi c'est peut-être les seuls cinéastes qui nous restent contemporains qui sont susceptibles de produire des trucs absolument énormes. Sauf que ces deux films-là ne sont pas du tout énormes. Ce sont des échecs dus donc aux limites de la forme de la mise en scène.